Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le chapitre 1082 de One Piece. Un chapitre très chargé en informations et qui promet du lourd pour la suite du manga. Comme d'habitude, Oda ne ralentit pas, il enchaîne les masterclass semaine après semaine les amis. Avez-vous déjà vu un mangaka pareil? Je ne serai pas seul pour cette vidéo car je suis accompagné de Johnny le Goat. Et comme c'est dit dans son pseudo, c'est un Goat. Il vous parlera de Baggy et de la Cross Guild et je m'occupe de la partie sur Sabo. Sur ce, bon visionnage. Tout d'abord, la mini-aventure. Sur cette mini-aventure, on y voit Chopper qui mange un bout de Zeus. Nami doit être dans les parages. Mais si on prête plus attention à cette mini-aventure, on peut voir qu'en arrière-plan se trouve Prometheus, qui est, je ne vous apprends rien, une partie de l'âme de Big Mom. Donc, et là on va passer à quelque chose de très théorique, mais pour moi, en tout cas c'est ce que ça m'a laissé penser, c'est que Big Mom est probablement vivante quelque part et qu'elle réapparaîtra dans un chapitre futur, mais non pas pour rejouer un rôle d'antagoniste majeur, mais elle réapparaîtra, c'est ce que je pense en tout cas. Les 4 dernières pages de ce chapitre sont chargées en informations, mais surtout amènent à se poser énormément de questions. Sabo revient sain et sauf avec les habitants de Lulusia, dont Moda, qui est déjà paru à plusieurs reprises, sa première apparition datant de la mini-aventure de Ace. Le retour de Sabo nous amène à prévoir beaucoup de révélations dans les prochains chapitres. Voyons ce que l'on peut deviner. Que s'est-il passé à la rêverie? Allons-y dans l'ordre chronologique. D'abord, la rêverie a commencé. Cobra avait de fermes intentions de demander aux autres instances mondiales quel rôle avaient joué les Néfertari durant le siècle oublié, et de manière générale, savoir ce qu'il s'était passé durant ce siècle. Sabo et 3 lieutenants de l'armée révolutionnaire, Karazmu, Morley et Lindelberg, étaient infiltrés sous terre avec pour plan de récupérer Kuma et de déclarer la guerre aux dragons célestes. Bonnie était infiltré également, avec des intentions similaires. La rêverie s'est déroulée sur une semaine. Juste à la fin de celle-ci, l'armée révolutionnaire a déclenché son plan pour récupérer Kuma et foutre le feu à la griffe du dragon volant et ont ainsi déclaré la guerre aux dragons célestes. Juste après ça, ils ont affronté les amiraux Ryukugyo et Fujitora. C'est à ce moment-là que Sabo a été séparé des autres, qui sont rentrés par la suite sur Quai d'Étrave. Ce fut juste après que le roi Cobra fut assassiné par le gouvernement mondial car il se montrait trop curieux vis-à-vis du siècle oublié. La presse dira plus tard que c'est Sabo le tueur et Akainu lui-même semble y croire, alors que le frère de Luffy affirmera à ses camarades que ce n'est pas lui le coupable. Vivi, la princesse d'Alabasta, a disparu à ce moment-là. Sachant que l'on a vu Vivi sur le bateau de Morgan quelques semaines après l'incident, et que c'est Morgan qui a publié le journal où il était dit que c'était Sabo qui avait assassiné le roi Cobra, il y a des chances que Vivi ne soit pas au courant des circonstances de la mort de son père. Bref, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça, moi? Tout simplement car c'est la clé. L'assassinat de Cobra, ses circonstances détaillées, sont ce que le Gorosei semble cacher même à ses hauts placés de la marine, comme Sakazuki. Rien que le fait que ce soit le gouvernement mondial qui ait éliminé un roi d'un pays affilié, de plus un roi très pacifiste, est un fait qu'il vaut mieux cacher au grand public. Les circonstances de cette mort devaient être un immense bordel, dans lequel le Gorosei, Im, Sabo, Cobra se sont retrouvés impliqués. C'est sans doute là que Sabo a appris l'existence de Im et qu'il y avait quelqu'un sur le trône vide. Ce que le gouvernement essayait de cacher en tentant d'éliminer Sabo sur Lulusia, on va y revenir, c'est aussi l'identité de Im, sans doute beaucoup d'autres choses comme son plan futur. Le genre de truc tellement secret que Sabo a refusé d'en parler à quelqu'un d'autre que Dragon et Ivankov à son retour à Quai d'Étrave. Et que le simple fait de le savoir vous mettrait votre vie en danger. Voyons à présent ce qu'il s'est passé à Lulusia. Dans ce chapitre, Sabo revient sain et sauf avec des habitants de Lulusia à Quai d'Étrave. Déjà, je ne vous cache pas ma joie que Sabo soit en vie, je suis plutôt attachée à ce personnage. Cependant, une question reste. Comment Sabo et les habitants ont-ils pu échapper à l'attaque gigantesque de Im sur Lulusia? Même si on voit sur le bateau de Sabo plusieurs habitants de ce pays, certains ont forcément été touchés par l'attaque au chapitre 1060, puisqu'on voit clairement des habitants sur l'île à ce moment-là. Voici ma théorie personnelle à comment une partie des Lulusiens, si on peut dire ça, ont échappé à l'attaque. Après la rêverie, Sabo est allé sur Lulusia car c'est un des 8 pays qui se sont révoltés pendant la rêverie et également qu'il est plutôt près de Quai d'Étrave. Dans ce pays, une grande partie des habitants qui se sont révoltés voulaient rejoindre l'armée révolutionnaire. On voit d'ailleurs Bello Betty s'adresser à eux dans le chapitre.
Sabo a donc décidé de les amener en bateau au QG, vu qu'il comptait y retourner de toute façon. Il s'éloigne de l'île en bateau avec les habitants de Lulusia volontaires et passe l'appel à l'armée révolutionnaire que l'on voit dans le chapitre 1060 à ce moment-là. Tout en sachant que la marine piste son appel mais sans savoir que Im a le pouvoir d'anéantir l'île directement. Sachant qu'il venait de s'éloigner de l'île, il pouvait se faire pister sachant qu'il allait quitter les lieux juste après. Malheureusement pour les habitants de l'île qui étaient restés sur place, cette dernière a été anéantie par un mystérieux pouvoir. C'est une déduction logique qui expliquerait à peu près tout, sauf qu'il y a un problème. Une espèce d'incohérence entre les paroles de Sabo dans ce chapitre et ce qu'il a fait dans le chapitre 1060. Effectivement, dans ce chapitre, il dit qu'il n'avait pas trouvé d'escargophone blanc pour brouiller son appel, il était donc conscient d'être surveillé par la marine et que cette dernière entendrait tout ce qu'il dit. Donc, il aurait dû dire seulement l'essentiel et raccrocher juste après. Sauf que, si vous vous souvenez du chapitre 1060, Sabo était sur le point de révéler qui est Im à l'armée évolutionnaire via l'escargophone. Sachant que son appel, je le répète, était écouté par la marine. C'est juste complètement inconscient de la part de Sabo de faire ça. Rien que le fait de savoir l'existence de Im vous fait courir un énorme risque. Pourquoi Sabo n'aurait pas simplement attendu d'être sur quai des traces pour en parler ? Évidemment, il y a sans doute une explication. Est-ce que ce serait un plan de Sabo ? Est-ce qu'il a été hypnotisé ? Est-ce que ce n'est pas Sabo qu'on voit dans ce chapitre ? Ce serait Katharina Devon, c'est une théorie possible. Ou est-ce que c'est juste moi qui suranalyse ou qui me suis trompé ? Bref, dans tous les cas, rendez-vous compte de ce que Sabo va probablement dire dans les prochains chapitres à propos de la rêverie. On va en apprendre tellement sur la géopolitique de One Piece, sur son univers et puis surtout sur Im. Dites-vous qu'il y a un moyen que ça bouleverse tout ce que l'on sait sur One Piece. On peut qu'être hype par ça. Maintenant, passons à la première page du chapitre. Sur cette première page, on nous annonce, à travers la première couverture d'un journal, la mort d'un des officiers les plus respectés et aimés de la marine, le vice-amiral T-Bone. C'est une annonce choc, car il est assassiné par un civil, alors que c'est justement l'officier de la marine le plus aimé du peuple. On y voit Sengoku et Tsuru sur cette première page, parlant de cet incident. D'ailleurs, personnellement en tout cas, je pense que T-Bone est vraiment mort, malgré la théorie selon laquelle il est vivant, car Sengoku et Tsuru confirment sa mort. D'un côté, l'ex-supérieur des amiraux s'exaspère de la situation, car il y voit une trahison du peuple. De l'autre, Tsuru comprend que cela soit arrivé, car le royaume de Pepe, le royaume où est mort T-Bone, voit près de 1000 personnes mourir de faim chaque année. Et avec l'ascension de la Cross Guild et la démultiplication des primes sur les têtes des marines, cela devait forcément arriver un jour. Car lorsque l'on est pauvre, on doit se battre pour survivre. Cette symbolique m'a fait penser au discours concernant la justice qu'a utilisé Doflamingo à Marineford. D'ailleurs, Sengoku et Tsuru reconnaissent la puissance de la Cross Guild. Sengoku affirme même que si la Cross Guild prend encore en puissance, ce n'est pas quelques officiers qui seront impactés, mais l'entièreté de la marine, toute l'institution. À la fin de cette page, ils apprennent par Ina que Garp a fait équipe avec les membres du Sword pour sauver Koby sur la ruche. Garp n'est donc pas, comme l'affirmaient certaines théories, membre du Sword. Le reste de cette première partie est consacré à la Cross Guild. Baggy félicite l'assassin de T-Bone, qui n'a pas l'air fort, plutôt âgé, abîmé par la pauvreté et qui a peur. Il est paniqué, ce qui me fait penser que T-Bone n'est pas mort durant un combat avec ce civil, mais plutôt d'un empoisonnement. Le moment qui suit est d'ailleurs important, non pas pour le développement de l'intrigue, mais pour le message qu'il y a derrière. En effet, on découvre la raison motivant le meurtre de T-Bone, qui était le bien-être de sa famille. Cet homme s'est sacrifié pour permettre à sa famille de manger et de vivre normalement, bien qu'il ne pourra plus la revoir. Ici, le message est le suivant. Il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a que des personnes qui se battent pour des causes qu'ils pensent justes. Baggy, lui, est toujours autant adulé par les membres de la Cross Guild. Il est considéré comme le numéro 1, et personne, pas même Sengoku et Tsuru, que nous avons vu précédemment, savent que derrière Baggy le clown se cachent Mihawk et Crocodile. L'adoration qui lui est vouée étant sans limite, le premier navire de la Cross Guild qu'il a fait construire a été réalisé à son image. Et vous l'aurez deviné, Crocodile et Mihawk ne sont pas contents et vont donc, comme d'habitude j'ai envie de vous dire, tabasser Baggy. Le but de la Cross Guild
et par extension Crocodile et Mihawk, surtout le but de Crocodile est de se transformer en un état militaire et posséder un territoire. Mais Baggy ne l'entend pas de cette oreille et va choquer tous les lecteurs de One Piece, moi y compris, en nous montrant une qualité insoupçonnée chez lui, du courage. Baggy contredit pour la première fois les deux anciens Chichibukai et leur dit à demi-mot que ce ne sont pas des pirates, en tout cas qu'ils ne pensent pas comme un pirate penserait. On a le droit à un petit flashback qui nous permet d'en apprendre plus sur la relation que Baggy entretenait avec Shanks. En effet, il considérait celui-ci comme le successeur de Roger, le nouveau roi de sa génération, car il avait un potentiel monstrueux, forçant Baggy à abandonner son rêve entre guillemets. Mais comme le disait si bien l'empereur Marshal Ditich, Barbe Noire, Kurohige, et oui, Baggy annonce en larmes qu'il veut être le roi des pirates. Cette scène, elle ressemble, selon moi, à celle de Robin qui, à Enies Lobby, annonça en larmes à Luffy qu'elle voulait vivre. Pour conclure cette première partie de chapitre, Baggy, dans une scène épique donnant des frissons à n'importe qui, sous les yeux ébahis de Crocodile et le front en sueur de Mihawk, qu'il va convaincre tous les pirates de la Cross Guild d'aller revendiquer le One Piece. J'en profite d'ailleurs, petite parenthèse, pour dire que ce n'est pas parce que Mihawk est en sueur qu'il est plus faible que Shanks, c'est parce que le plan initial mis en place avec Crocodile tombe à l'eau. Et oui, sur Twitter, certaines personnes ne sont pas des flèches. Parenthèse fermée, après Luffy, Teach et Shanks, le dernier empereur, Baggy le clown, se lance dans la quête du One Piece, dans cette saga finale qui s'annonce pleine de surprises. Merci d'avoir regardé cette vidéo, allez sur les réseaux de Johnny pour lui donner de la force, il est trop bien ce mec. On a tous les deux publié la même vidéo sur nos deux chaînes, donc allez liker l'autre vidéo aussi. Et à la semaine prochaine pour le chapitre 1083, il paraît qu'il va encore être lourd quand je vous dis que Oda n'arrête jamais les masterclass. Allez, salut tout le monde!